là là. Voilà. Bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour la rencontre avec les entraîneurs, tout ça. On va faire ça relativement bref quand même. On va vous revenir sur certains éléments on va regarder ensemble. Quelques points de réglementation. On va débuter tout à l'heure. On va passer la parole à Patrick Viola, qui est notre directeur des programmes, nous autres, à Concordia, pour du côté technique. On a Michel, coordonnateur compétition, puis moi, qui est directeur des compétitions. Donc, on est trois ce soir pour ça, pour faire la rencontre avec vous autres. Alors, globalement, Michel, as-tu des choses tout de suite à placer où on peut aller avec Patrick? Patrick va vous entretenir. Surtout, ça va peut-être moins toucher aux équipes seniors, ce que Patrick va aborder, mais n'empêche, c'est des éléments là, qui touchent à toute l'orientation technique qu'il y a là, à la fédération, entre autres, là, avoir une meilleure compréhension avec ça. Alors, je ne sais pas si Patrick... mentionner peut-être la manière de poser des questions. Ah oui, vous avez en haut des icônes avec réaction. Alors, vous avez juste à aller chercher, lever la main là-dedans, puis à ce moment-là, on va vous donner la parole. Si jamais on ne le voit pas, ben, gênez-vous pas de vous manifester, mais si vous avez des questions, on est là pour ça ce soir, là, répondre aux questions qu'il y aura. On va regarder un petit peu les championnats, ce qu'on s'attend dans la mentalité, puis Michel va compléter avec ceux qui sont moins habitués peut-être sur le PTS, le fonctionnement là, de tout le PTS avec vous autres. Ce ne sera pas trop long, ça non plus. Alors, c'est ça dans l'ensemble sur quoi on va discuter ce soir. C'est notre troisième. Là, Patrick, toi, est-ce que tu es prêt à amorcer ou? Oui, je suis prêt. Parfait. Je une petite slide là, le temps de ton intro. Je te laisse le crachoir. Ok, super, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais vous partager mon écran. Petite présentation rapide sur... je vais vous parler essentiellement du programme d'identification régionale, mais aussi un petit peu de l'identité tactique provinciale. Alors, pour ceux qui étaient là hier, il va y avoir des choses qui vont se répéter. Mais là, le programme d'identification régionale, c'est quelque chose qui est majeur parce qu'il y a quelques changements. Donc, tout ce que je vais vous présenter, vos directeurs techniques l'ont reçu, ils l'ont. La présentation pourra être partagée sans problème par PDF via André et Michel. Donc, je vais attaquer de suite. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Super. Donc, l'identification régionale, je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne savent pas. Donc, comment ça fonctionne, nous, à Concordia? Donc, à travers nos clubs et à travers vous, on va essayer d'identifier les meilleurs joueurs, donc identifier les meilleurs potentiels de la région afin qu'ils, elles, soient présentés au niveau supérieur. Le niveau, pour nous, là, ce qui nous concerne, c'est le niveau des équipes du Québec, le CF Montréal, avec un objectif final, c'est que les athlètes à haut potentiel atteignent le meilleur niveau possible en fonction de leur capacité, bien sûr. Alors, ça concerne juste une infime partie de nos joueurs. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Là, c'est le début de la pyramide pour l'identification, mais en réalité, ça concerne un très faible pourcentage de nos joueurs. Alors, rapidement, le cheminement des joueurs. Donc, à partir de nos clubs, à travers un tournoi, les Jeux du Québec ou le tournoi des sélections régionales, on va identifier les 16-18 meilleurs joueurs-joueuses de la région dans la catégorie U14 maintenant, pour qu'ils passent au niveau provincial, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, donc, la pyramide continue sur le niveau national et international pour les meilleurs. Donc, on en a quelques exemples en ce moment là. On a le meilleur exemple qui est en ce moment, c'est Ismaël Koné, qui est un jeune qui est passé par nos programmes. Il a fait la sélection régionale. Il n'est pas rentré tout de suite aux équipes du Québec, il me semble. Il venait de Notre-Dame-de-Grâce. Et puis, il a fait son cheminement. Et puis, il est revenu il y a 1 an et demi à travers le CF Montréal, où il performe bien avec les pros. Et puis, il a eu une invitation, ses premières invitations au niveau
international où il a participé à la qualification du Canada pour la Coupe du Monde. Donc, comme je l'ai dit, c'est un faible pourcentage, mais ça existe. Si vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le PIR, c'est ça, d'accord? Les petits changements qu'il faut identifier. Donc, nous, bien sûr, Concordia, on est la zone qui est en rouge. Sur l'ouest, vous avez Lac-Saint-Louis, puis Bourassa en bleu ciel. Donc, ça représente, nous, nos clubs ici dans la région. Donc, pour cette année, les joueurs qui vont être identifiés vont être les U14 féminins masculins. Ils vont être identifiés en fonction de leur club. Et les joueurs de la pré-académie, pas de l'académie, mais la pré-académie, vont aussi pouvoir participer chez les garçons au tournoi des sélections régionales parce que en fait, il n'y en a pas beaucoup qui rentrent de la pré-académie. Là, sur leur dernière fenêtre d'entrée à l'académie, je pense qu'il y en a 2 ou 3 de la pré-académie seulement qui vont intégrer l'académie. Donc ces jeunes-là, en fait, depuis cette année, ont le droit aussi à cette opportunité de jouer le tournoi des sélections régionales pour cette année, les Jeux du Québec. D'accord? À partir de U13, donc les U13 de cette année et pour les U14 des années suivantes, donc U13, U14, ce sera plus le club qui va être l'élément qui va nous permettre d'identifier les jeunes à Concordia, ça va être simplement l'adresse civile. Donc ça veut dire que dans notre réalité montréalaise, nous, donc un jeune qui joue à Rivière-des-Prairies mais qui habite dans Saint-Léonard est éligible pour Bourassa. Et l'inverse aussi. Donc, je joue, je sais pas, j'habite dans Annecy, mais je joue à Laval, dans un des clubs de Laval, ou à Rosemont, dans un club de Longueuil, par exemple, sur la rive sud. Bah, c'est mon adresse qui prévaut, et puis c'est l'éligibilité par l'adresse. Un peu comme en équipe nationale, je peux être canadien et jouer en Allemagne comme Davis, et puis je représente mon pays. Donc là, en fait, je représente ma région en fonction de mon adresse. Juste pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde, on entend beaucoup, et souvent, hein, on va perdre tous nos joueurs parce qu'on pense on a tous les meilleurs joueurs, etc. Donc, est-ce que Michel ou André, on peut fermer le micro des... Oui, mais il faut que j'aille les chercher. D'accord. Alors, C'est fait. je vous ai montré, vous m'entendez toujours, moi, hein? Oui. Ok. Je vous montre ça, là, c'est ce que je viens juste de rajouter parce qu'on a reçu ça hier. Donc là, ça représente un peu tous les jeunes qui ont été invités à l'académie pour cette année. D'accord? Et comme vous pouvez le voir, sur ceux qui rentrent à l'académie, il y en a un seul qui est chez nous. Et pour ceux qui rentrent à la pré-académie, il y en a un aussi. Donc quand on dit, bon, c'est tous nos jeunes je vais perdre tous mes jeunes, ils vont nous voler nos joueurs, etc., etc. La réalité au niveau provincial, bah, vous l'avez en face des yeux, c'est pas tous nos joueurs. D'accord? Donc là, bon, si je compte aussi Éloi, qui est un ancien de chez nous, qui joue à Longueuil, qui jouait à Rosemont, et puis Elliot Germain, qui est tout en haut, qui est avec nous au sport-études, il y en a 4 en gros sur cette liste-là. Maintenant, je vais vous faire un petit rappel sur ce que les habitudes de jeu qui sont recherchées au niveau provincial. Donc là, ça ne concerne pas que les jeunes U13, U14, mais ça concerne tout le monde euh, au niveau, disons au moins jusqu'à U18, parce que leur programme va jusqu'à U18. De temps en temps, il y a des programmes seniors, mais c'est vraiment tous les 4 ans. Donc, si vous coachez jusqu'au U18, au niveau provincial, ils vont rechercher des joueurs. Et puis au CF Montréal, c'est un peu la même chose, mais là, on parle des équipes du Québec. Donc, c'est vraiment des joueurs qui ont confiance en eux, qui sont déterminés. De manière générale, quand on a le ballon, ce qu'ils recherchent, c'est des joueurs qui sont capables de mettre de la vitesse dans le jeu.
d'avoir des aptitudes ou des envies en tout cas de jouer vers l'avant, hein, de regarder jouer vers l'avant et de se déplacer avec intention, hein, de ne pas jouer pour jouer, mais de jouer avec une intention parce que j'ai vraiment un projet dans la tête et j'ai un objectif en fonction des situations de jeu. Défensivement, en rouge sur la droite, toujours se replacer rapidement, récupérer le ballon le plus vite possible et défendre en avançant. Donc ça, c'est les idées générales qui sont recherchées au niveau provincial. Je vous ai remis cette slide qui concerne un petit peu les positions, mais surtout par rapport à la terminologie qui est utilisée au niveau provincial et au niveau national. Alors, les petits changements, ça va être juste le 4 et le 6 qui sont habituellement échangés dans le langage courant, et puis les milieux offensifs qui sont appelés là les milieux polyvalents. Tout le reste, c'est vraiment du langage qui est commun, qu'on a l'habitude d'utiliser, les latéraux, les attaquants, les défenseurs centraux, gardiens de but, etc. Rapidement, je vais vous faire un petit rappel aussi sur l'identité tactique provinciale, d'accord? Et le modèle provincial qui est inspiré du modèle national, d'accord? Sur les 4 moments de jeu, donc le moment, on va commencer avec l'organisation offensive. Donc quand on a le ballon, quand notre équipe a le ballon et qu'elle est organisée, alors, un mot-clé qu'on aimerait bien voir ressortir sur les terrains et utilisé par vous, c'est d'être efficace. D'accord? On aime avoir des joueurs, des joueuses qui sont efficaces quand on a le ballon, qu'on est organisé. D'accord? Au moment où on vient de perdre le ballon en transition défensive, l'idée principale, c'est de chasser. D'accord? Alors, il y en a qui vont dire se replier, se défendre très bas, etc. Au niveau provincial, ce qui est recherché, c'est de chasser. Alors, si vous avez la liberté de jouer un peu comme vous voulez, c'est un peu la même chose. Essayez d'avoir ces idées-là dans vos équipes. Maintenant, si votre club, il y a une identité ou une orientation qui est différente, suivez ce qui est organisé avec votre club. Alors, le petit chien, on l'entend. Je ne sais pas, il est où, mais on l'entend, le petit chien. Si vous pouvez fermer votre micro, ce sera apprécié. En organisation défensive, donc on n'a pas réussi de récupérer le ballon, on est organisé défensivement. L'idée, c'est d'avoir un bloc serré, d'accord, donc compact. Et en transition offensive, au moment où on vient de récupérer le ballon, d'être disponible. Alors, plus précisément, sur les 4 moments et en image, donc vous voyez que être efficace, l'idée de jouer vers l'avant en organisation offensive, c'est vraiment de trouver, on est les bleus là, essayer de trouver les zones jaunes et les zones rouges idéalement en faisant face au jeu et avoir toujours l'intention de jouer vers l'avant. Sur les moments de transition, chasser, donc ça représente bien l'image, là vous voyez toutes les flèches convergent vers le ballon et l'idée c'est vraiment d'essayer de récupérer le ballon le plus vite possible à l'intérieur de 3 passes. D'accord? Donc les adversaires, quand ils viennent de récupérer le ballon, essayez de le regagner avant qu'ils soient capables de faire 3 passes. Le bloc serré, on le voit ici aussi. Donc le bloc est en jaune, hein, autour de notre équipe bleue. Et là, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on essaye d'avoir une hauteur de bloc qui n'est pas trop basse. Donc vraiment, un bloc qui est aux 3/4 du terrain, qui vient vraiment fermer les options de l'opposition en les incitant soit à contourner, soit à passer par-dessus, qui va augmenter les chances de récupération du ballon. Et au moment où ils décident de rentrer dans notre bloc, à ce moment-là, c'est vraiment mettre de l'intensité pour récupérer le ballon très très vite. Et la transition offensive, donc être disponible, est-ce qu'on est capable de récupérer le ballon, de trouver des passes faciles, de valider certaines passes au moment où on récupère le ballon. Voilà. Donc ça, c'est les idées qu'on aimerait bien voir un petit peu sur les 4 moments du jeu sur vos équipes cet été. Et on vous encourage à aller dans cette direction, bien sûr. Un petit rappel sur le PIR. Donc pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont concernés, donc là on va parler essentiellement des U14, mais vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc il y en a parmi vous qui l'ont déjà vécu cette année. Donc avant on faisait 20 séances pendant l'hiver, maintenant on fait juste 5 événements pendant l'hiver.
D'accord? Et après ces événements, donc pendant l'été, là, on arrive au début de la saison, il se pourrait qu'on vienne faire des visites, qu'on organise des visites avec votre directeur technique de club et avec vous. D'accord? Et là, on enchaîne avec des camps. Donc, il va y avoir un camp fin mai avec les U14, un autre camp où ce sera le festival Elder Duarte à Québec pendant une fin de semaine. Notre camp final et les Jeux du Québec qui seront de mémoire du 27 juillet au 2 août. D'accord? Donc vos championnats vont être, bloqués pendant ces périodes-là. Et les jeunes seront à la disposition de la région pour les Jeux du Québec qui seront à Laval cette année. On vous encourage à venir nous voir avec plaisir. Dernière petite chose, donc le staff. Donc c'est peut-être des personnes que vous allez voir autour des terrains pour les U14. Donc je commence avec les filles à gauche. Donc comme vous le savez, Montserrat nous a quittés pour d'autres projets. Donc Santi, qui était son adjointe, va prendre le relais comme responsable des U14 féminines avec Megan, qui est une jeune coach aussi qui travaille avec nous au sport-études, et Elena pour les gardiennes de but. Et du côté féminin, donc Kedji, que certains connaissent, qui va prendre les 14 ans. C'est le groupe qu'il a eu au sport-études cette année. Alors, c'est pour ça que notre choix est allé vers lui. Marwan, qui est adjoint depuis des années, et Rino, que j'ai pas besoin de présenter, et moi qui sera là pour chapeauter le tout. Donc, merci. Et pour moi, ça s'arrête maintenant. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, Vous pouvez brancher vos micros. Oui, ben, c'est au besoin, bien entendu. Alors, il semble qu'il n'y a pas grand question pour l'instant. Pas bien. Donc, Patrick, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne fin de réunion, tout le monde. Oui, Et à bientôt sur les terrains. parfait, merci. Alors, Alors, oui. pour les équipes pour les gens qui sont là pour les équipes seniors, bien entendu, ça vous touche peut-être un petit peu moins au départ. On voulait quand même, il y a encore des micros ouverts. On va essayer de Voilà, ça. voilà. Voilà. Ah. Parce que des fois, c'est comique quand il y en a qui sont ouverts comme ça, les gens qui ont des discussions que des fois, on ne voudrait pas entendre. Bon, écoutez, Michel, tu vas partir le Oui, PowerPoint. c'est prêt, pas de trouble, va te faire partir ça. Puis on va amorcer déjà là sur quelques points, tout ça par rapport au championnat. Les calendriers vont sortir sous peu. Le début de saison, comme on a dit, pour la grande majorité des équipes vont être dans la semaine du 16 mai. Il faudrait qu'on ait une catastrophe vraiment imprévue pour que ça ne débute pas là. Donc, pour une première fois en 3 ans, on va être dans une saison plus normale d'activité. Je vous dis tout de suite, j'annonce tout de suite que soyez pas surpris, on a plusieurs terrains. On a une particularité parce qu'il y a plusieurs terrains qui sont en problématique, des systèmes d'éclairage qui sont non fonctionnels, des resurfaçages de terrains synthétiques. On a ça avec les deux terrains du centre Nutrilait, avec Père Marquette. Rutherford, qu'on a un point d'interrogation parce qu'il y a des choses qui ont bougé sur la surface. École secondaire Pointe-aux-Trembles, pas de lumière. On ne sait pas quand qu'on va les réavoir dans le courant de la saison, etc. Donc, on a des problématiques de terrain. Quand ça arrive, bien entendu, ça déborde un peu. Alors, soyez pas surpris, j'arrive, il y a une question, j'arrive. Soyez pas surpris si jamais vous vous retrouvez avec à un moment donné que vous êtes visiteur puis vous retrouvez le match chez vous. Ça pourrait arriver durant la saison. Puis ça va peut-être même arriver que vous allez voir sur un de vos terrains deux équipes qui ne sont pas de votre arrondissement, mais cassez-vous pas la tête, c'est normal. Il y en a tous les ans et il n'y a pas un arrondissement, il n'y a pas un club qui peut dire je ne vais avoir personne chez moi qui ne vient pas de mon arrondissement parce que c'est infaisable. Il y a un effet domino là, dès qu'on a une problématique avec un terrain. François Vien qui avait une question.
Oui, excusez-moi, j'ai entendu pour les calendriers. Là. En fait, je voulais juste savoir si on a une petite idée quand est-ce que ça va sortir. Est-ce que ça va sortir avant lundi prochain ou Ben, on travaille là-dessus. On essaie de les sortir. On a avisé tous les clubs de vous aviser de vous tenir prêts à débuter vos matchs dans la semaine du 16. En temps normal, on les sort en temps normal, on sort les calendriers dans la même semaine à peu près ou le lundi qui suit la réunion des entraîneurs. Mais puis on travaille là-dessus, là. Donc, on garde le cap là-dessus pour l'instant. Donc, ça, c'est juste le calendrier de match ou c'est le calendrier aussi des des parties, là? Des pratiques, je veux dire. Non, ça, c'est le calendrier des matchs. Nous, on s'occupe des calendriers de la Ligue. Quand tu regardes pour les entraînements, c'est avec ton club, François, il faut voir, qui eux autres. Puis, ça se peut que tu n'aies pas tout ça entre les mains actuellement parce que des fois, ils vont attendre, ils vont peut-être faire un ébauche préliminaire, puis il y en a qui ont déjà commencé à un moment donné les entraînements, mais il va y avoir des modifications quand les calendriers vont sortir. Alors, parce Super, que. merci. D'accord? Ça répond à ta question? Oui, merci. Alors, parfait. Tu as juste à descendre ta main après. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est ça, les calendriers, on va rouler avec. Il y aura peut-être des modifications. Ça bouge beaucoup là, avec les problématiques de terrain. Donc, c'est une chose qu'on n'avait pas vu de façon aussi regroupée là, depuis plusieurs années. Donc, c'est ça. Le reste, écoutez, vous allez amorcer une saison de compétition dans laquelle il faut que vous soyez capable de faire des nuances avec certains éléments dans le style, ben, écoutez, on vous parle des contextes de compétition. On essaie d'intégrer cette notion-là qui est peu discutée généralement dans les discussions de tout le monde, même des fédérations, etc. Donc, nous, on a identifié qu'il y avait 4 contextes de compétition dans lesquels vous pouvez œuvrer, vous autres. Dans le sens que, souvent, les gens vont dire, ah, ben, toi, tu fais du récréatif, tout ça, mais de la compétition, c'est de la compétition. Tu es en opposition avec une autre équipe, tu es en compétition. Donc, peu importe les niveaux, c'est une chose, d'être dans un niveau local, régional, interrégional, provincial, etc. Ça, c'est des niveaux de compétition. Mais les contextes de compétition sont importants. Dépendamment de la catégorie d'âge dans laquelle vous êtes et ou le contexte dans lequel vous êtes, puis le niveau de compétition dans lequel vous allez œuvrer, vous pouvez être dans un contexte de compétition de loisirs, un contexte de compétition de développement, un contexte de performance et ou de haute performance. Puis hier, on disait aux gens qui étaient avec le soccer à 9 contre 9, vous n'êtes pas en performance, là. D'accord? La haute performance, c'est vraiment pour les gens qui sont vraiment dans les équipes très, très fortes là, au niveau national, international. Alors, la performance, ça ne dépend comment on la définit, mais il faut que vous fassiez ces nuances-là. Puis vous allez retrouver dans une même division, des fois, des équipes qui vont être dans un contexte de compétition de loisirs, qui vont affronter des équipes qui sont dans un contexte de compétition de performance. Je vous donne un exemple, dans les moins de 18 ans, les moins de 17 ans, des fois, on va retrouver une équipe qui, bon, ils ont arrêté de jouer, c'est tous des joueurs qui ont arrêté de jouer 3A. Ils veulent continuer à jouer, ils ne veulent plus faire de 3A, mais ils veulent continuer à jouer. Alors, ils viennent s'inscrire, ils viennent jouer dans une compétition interrégionale parce qu'ils ont un calibre fort. Ils ne s'entraînent pas nécessairement à 2-3 fois par semaine. Ils viennent faire leur match, ils tapent le ballon, ils s'amusent, puis ils vont compétitionner contre une équipe qui, elle, va s'entraîner 2 fois, puis peut-être 3 fois par semaine pour être capable d'être à peu près au même niveau. Donc, il y en a une qui est plus en compétition, celle qui s'entraîne à plusieurs fois par semaine et plus dans un contexte d'entraînement, donc de performance, tandis que l'autre sont plus dans un contexte de loisir. C'est juste qu'ils ont un calibre plus fort par rapport à le niveau de compétition dans lequel ils sont. Donc, il faut penser à ça. Il faut que vous soyez capable de faire des nuances avec votre groupe d'âge, puis de vous poser la question des fois, ben, écoute, c'est pas la Coupe du Monde qu'on joue, là. Puis, n'oubliez pas que l'essence même du jeu, puis le mandat que vos clubs ont, c'est l'offre de services aux citoyens en loisirs, en soccer. Donc, puis le loisir en soccer, puis l'essence même du jeu, c'est le match. Donc, on essaie de donner des expériences agréables. Tu peux changer parce que là, hier, on parlait des catégories. Il y a des catégories sans classement, puis avec classement, vous, c'est avec classement, donc ce n'est pas un problème. On a des outils pour vous aider comme entraîneur.
il y a PTS League, qui est le logiciel. Michel, si tu veux te donner un bout là-dessus, là. Oui, en fait, les outils qui vont vous aider à faire votre saison. Donc, les outils administratifs, on a le PTS League. Alors, c'est l'outil que vous connaissez probablement tous, où on va voir les statistiques, les calendriers qu'on utilise pour nos feuilles de match. Donc, c'est notre outil de base pour la gestion de notre saison. Vous avez ici toutes les informations dans le guide des entraîneurs, comme les règlements, comme les coordonnées des clubs, les cartes de terrain, et différentes informations qui sont dedans. Et le site de l'ARS Concordia, donc qui est soccerconcordia.ca. Soccerconcordia.ca. Donc, vous pouvez y aller facilement. Je vais vous les montrer. Je vais juste rapetisser ma page. Si on va sur le site PTS League, vous connaissez ça. Ça ressemble à ça. C'est marqué Ligue de Soccer Concordia. Si vous allez sur le site de l'ARS, ça vous donne une page comme ça. OK? Donc, et quand vous allez je vous suggère toujours d'aller pour nous, pour la Ligue, dans la section compétition. Et notre ligue s'appelle la Ligue Développement ARSC. C'est le nom de la ligue. Et là, quand vous allez là-dedans, vous avez un paquet d'informations. Alors, entre autres, le petit carré bleu, c'est la place que vous allez aller pour chercher vos classements. Le guide des entraîneurs, un outil formidable que beaucoup de gens ignorent. Alors, là-dedans, c'est un guide de 125 pages qui vous donne, entre autres, les coordonnées des clubs. Donc, votre club et les autres clubs. Vous avez aussi les règlements d'arbitrage, les règlements de compétition, les règlements de discipline et les atlas de terrain. Donc, vous avez une liste de terrain, vous avez juste à cliquer dessus, puis il va vous emmener sur Google Maps pour la plupart du temps. Okay. Ça, c'est le guide. C'est le guide. Et Soccer Concordia, ben, vous avez toutes les informations, surtout dans la section de compétition, pour votre saison. N'hésitez pas à aller là-dedans. Je reviens à mon PowerPoint. Voici les autres outils qu'on a pour la communication. Donc, comment nous rejoindre? Comment avoir des informations? Ben, vous avez via courriel. Donc, vous pouvez nous envoyer les courriels à moi et à André pour les compétitions. Et, par contre, vous avez tout à l'intérieur de votre club un délégué compétition, une personne qui est responsable du secteur compétition. Et c'est lui qui fait le lien entre nous et vous. Donc, avant de nous envoyer un courriel pour avoir une information ou pour souligner un problème, contactez votre responsable de compétition. Souvent, cette personne-là a déjà la réponse. Et s'il ne l'a pas, il va nous contacter pour avoir la réponse. Ce qu'on veut éviter, c'est souvent, quand il y a des problèmes sur un terrain, on a le gérant, l'assistant d'entraîneur, l'entraîneur, 3 parents qui nous appellent le lendemain pour tout le même cas. Donc, appelez votre responsable de compétition. Lui, il va nous faire le lien. Mais si vous avez des questions, des interrogations, gênez-vous pas non plus à nous contacter quand c'est une information très simple. Il y a beaucoup d'informations sur le site de Facebook. Je pense qu'on est rendu à plus de 3000 abonnés sur le site Facebook de l'ARS. Donc, on a beaucoup d'informations. Vous avez aussi, vous pouvez les contacter par Messenger, là, Facebook. Là. Il y a toujours quelqu'un qui répond assez rapidement. Et on utilise aussi PTS. On utilise l'outil de PTS League courriel. Donc, il arrive pendant l'année qu'on envoie des courriels aux entraîneurs de chaque équipe via PTS League. Exemple, des remises de match. Donc, on change d'horaire d'un match. Généralement, on utilise le logiciel PTS pour vous envoyer des informations là-dessus. Et on peut même envoyer des courriels directement aux parents et aux joueurs lorsqu'il y a des choses urgentes. Une remise de match, un match annulé subitement. Donc, on a accès à tous les courriels qui sont dans la base de données de PTS.
Par contre, vérifiez votre club si vous ne recevez rien, parce qu'il faut quand même que votre club vous ait assigné comme entraîneur à une équipe. Vous n'êtes pas assigné à l'équipe, vous ne recevrez pas de courriel. Juste une note, Michel. Oui. Quand on envoie les courriels, les avis, on les envoie aussi aux parents qui sont associés. Ça veut dire que s'il y a des joueurs qui ont joué pour cette équipe-là, même s'ils jouent dans un R2 puis vous êtes en R1 ou en interrégional, ils jouent dans un R1, ben, les joueurs qui ont joué dans l'équipe vont recevoir le courriel quand on l'envoie. On arrose large, on arrose parents, arbitres, entraîneurs, clubs, joueurs, réservistes. Alors, ça vous donne un peu l'idée. En autant, comme disait Michel, que les coordonnées pour les entraîneurs soient entrées associées au club, à l'équipe. Et à ce moment-là, puis que le courriel soit là, qu'il soit juste. C'est le responsable de votre club qui s'occupe de ça. C'est ça. Les délégués aux compétitions, tu vas revenir dessus, hein, tout à l'heure? Oui. Ben, vas-y. Non, ben tu l'as, il me semble, par la suite. Voilà. Ouais. Les ressources, là, tout ça. Donc, vas-y pour ta bout-là. On s'en allait, bien entendu, les ressources. Vous pouvez toujours, quand vous avez des problématiques du côté technique, etc., vous avez votre directeur technique de club, ça vous le savez. Vous avez, dans chaque club, nous, on fait affaire avec un directeur ou une directrice des compétitions, hein, un délégué ou une déléguée des compétitions. Donc, pour nous, ça, c'est le lien de contact. On aime bien vous parler, on aime bien vous rencontrer, les parents, la même chose, mais vous comprendrez qu'à 400 quelques équipes dans une ligue, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens nous contactent. Là, l'entraîneur contacte l'assistant d'entraîneur, le gérant. Donc, ça passe par votre délégué aux compétitions, les communications. Alors, pour nous, c'est important, ça facilite la communication, puis ça nous permet, nous, de faire en sorte que s'il y avait une question que le délégué, parce que c'est la première fois que ça fait poser, puis il n'y a pas l'information, il va venir nous contacter, puis après ça, il va être capable de répondre à d'autres entraîneurs aussi de votre club si la question se répète. Donc, ça facilite la communication. Donc, ça, c'est une ressource qui est importante, votre délégué de compétition. Et on vous le dit, souvent, les gens, il ne faut pas qu'ils se soient, il ne faut pas qu'ils se sentent un peu froissés par la situation, mais souvent, on va répondre à un courriel qu'on soit un entraîneur, puis on va l'inviter par la suite à communiquer par le délégué aux compétitions. Puis on avise souvent, en tout cas dans mon cas, j'avise souvent, soyez pas surpris si la prochaine fois, je ne vous réponds pas directement. Donc, juste qu'on replace le schéma de communication. Puis, bien entendu, il y a nous autres en arrière, background, là, puis il y a des questions, il y a des choses, puis il y a le délégué. Puis quand on se voit, pour les fois qu'on se voit, il n'y a pas de problème, ça va te faire plaisir. Donc, ça, c'est des ressources humaines que vous pouvez utiliser là, pour vous aider à travers votre saison. L'esprit sportif, bien entendu, on vous demande, il faut avoir une bonne compréhension que des règles de jeu, des règlements, que ce soit des règlements de compétition ou des règles de jeu, c'est une convention entre les individus qui s'affrontent. Donc, c'est une convention qui dit, voilà ce qu'on s'autorise de faire, voilà ce qu'on ne s'autorise pas de faire. Donc, cette convention-là, les premiers responsables de l'application des règlements, ce sont les joueurs et les joueuses. Donc, il ne faut pas, quand vous êtes sur un terrain, je comprends, des fois, il y a toutes sortes de choses, on n'a pas le contrôle sur tout le match, mais comme entraîneur, on est capable de prendre des actions. Si on voit qu'une de nos joueuses ou un de nos joueurs ne respecte pas un règlement, première des choses, c'est de lui demander s'il comprend la réglementation. Puis après ça, c'est de lui expliquer. Si la personne comprend puis enfreint la réglementation, là, à ce moment-là, il faut prendre action. Et ça, c'est l'entraîneur qui va faire ça. L'arbitre, lui, il va être là pour, oui, contrôler des choses, mais on a trop souvent tendance à penser que la responsabilité de l'application des règles revient à l'arbitre. Et ça, c'est une très, très mauvaise façon d'aborder les matchs parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas quel arbitre ça appartient. La première responsabilité, je vous le répète, ça appartient aux joueurs ou à la joueuse. C'est eux autres qui s'affrontent. Donc, ils devraient avoir une connaissance suffisante et ils devraient avoir le respect de ces règles-là. Donc, les respects des règles, les respects des adversaires, des officiels, le respect aussi des responsables des autres équipes, etc. Donc, il y a deux éléments qu'on va revenir tout à l'heure sur les arbitres juvéniles, tout ça. Puis on vous dit tout de suite,
On ne sait pas comment ça va se dérouler avec notre arbitrage cette année non plus, parce que les échos que moi j'ai avec mes collègues, mes homologues des autres régions, c'est qu'ils sont en point d'interrogation par rapport à s'ils vont avoir plus ou moins des problèmes d'arbitrage cette année. Dans tous les sports, vous avez dû entendre parler qu'il y a moins d'arbitres. À date, ça va quand même pas mal, mais on n'est pas encore rendu au chiffre où on voudrait être. Mais on est quand même pas loin de la moitié des arbitres qu'on a besoin à la base. Puis, donc, si on compare aux 2 années de pandémie, ben on s'en est bien sorti malgré tout. Ça ne serait pas surprenant que vous retrouviez sur certains matchs, des fois, qu'il manque un arbitre. Ça se peut. Vous comprendrez qu'à ce moment-là, il va falloir qu'on compose peut-être cette année avec ça. On fait les efforts. Notre directeur de l'arbitrage travaille beaucoup pour pallier à ça. En tout cas, je vous avise, ne soyez pas surpris s'il y a de quoi. Puis l'autre élément, il ne faut pas vous surprendre. Puis s'il vous plaît, ça se peut qu'il y ait des matchs à un moment donné seniors ou des matchs U18 qui soient arbitrés avec des juges de touche qui ont l'air jeunes ou qui sont jeunes, qui ont 16 ou 17 ans. Ça se peut. Écoutez, si vous voulez, on va voir la situation. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaie d'amener les meilleurs arbitres partout. Mais on a formé des nouveaux arbitres, puis il faut qu'ils se fassent leurs dents aussi à travers ça. Ils sont en développement, ils sont en formation. Puis n'oubliez pas que quand ils font, parce que ça va arriver, quand ils font une erreur, ben, les parents et le reste ont tendance à à le suivre, l'erreur de l'arbitre pendant tout le match. S'il vous plaît, les entraîneurs, prenez un pas de recul, 2 grandes respirations. Ce n'est qu'un match de soccer. On sait, oui, on est impliqué, mais regardez là, c'est pas la fin du monde. Puis des erreurs, vous, quand vous en commettez ou quand vos joueurs en commettent, il n'y a personne qui sont sur leur dos tout le long d'un match. Donc, il faut rendre l'expérience de tout le monde agréable là-dedans. Puis c'est comme ça qu'on va être capable de développer de l'arbitrage aussi plus solide, qui va prendre de l'expérience, etc. Donc, ça, s'il y a des questions là-dessus, vous pouvez nous en poser tout à l'heure, là. Non pas sur mais sur la situation, mais on a quand même bon espoir que ça va bien se dérouler sur l'arbitrage. Ça va? Michel, l'autre. Alors, Donc, oui, je vais y aller. vas-y. Alors, début de saison, je pense qu'André en a parlé tantôt. Ben, Donc, à part pour le senior des divisions 3, 4, 5 et au 35 qui vont débuter la semaine du 23 mai. Les autres, c'est 16 mai. C'est là que ça part. les ballons de match. Alors, comme vous savez, la Ligue fournit 2 ballons de match à chaque équipe pour la saison. Alors, généralement, on les reçoit au bureau. Votre club va venir chercher les ballons pour tout le club au bureau de l'ARS, puis il va vous les remettre à chaque entraîneur après. Par contre, cette année, on est rendu le 5 mai, les ballons ne sont toujours pas rendus à nos bureaux. Je sais qu'ils sont à Montréal et ils sont dans les entrepôts de Evangelista Sport, donc je devrais en principe les recevoir la semaine prochaine. Et donc, après ça, il faut que je les distribue à votre club, puis votre club à vous. Donc, il est possible que lorsque vous jouez votre premier match, que les ballons de match ne soient pas rendus dans vos mains. Alors, ne paniquons pas. Prenez 2 bons ballons que vous avez dans votre stock et utilisez-les pour le match. Il n'y aura pas d'amende, il n'y a pas de sanction là-dessus pour le début de saison. Je dois dire en passant que les ballons de match, si vous en avez 2, si jamais vous les perdez, ben, on en a d'autres au bureau, on les vend là, pour les remplacements. Donc, on est correct pour tout l'été, si jamais. Donc, si vous en perdez, vous n'avez plus, contactez votre club pour qu'il puisse venir en chercher d'autres ou en acheter d'autres pour vous. Il y a des feuilles de match. En fait, les feuilles de match, c'est des feuilles blanches qui sont perforées aux bons endroits. Alors, lorsqu'on va remettre les ballons à votre club, on va remettre un paquet de 20 feuilles pour chaque équipe à votre club. Par contre, si jamais au cours de la saison, vous n'avez plus, vous les avez perdus, ou vous n'avez pas accès à vos feuilles de match, prenez n'importe quelle feuille blanche, même s'ils ne sont pas perforés. Ça fait un job quand même.
plus difficile pour l'arbitre de séparer les feuilles en fin de match, là, mais ça fait quand même. Je dois dire aussi pour les feuilles de match, à votre niveau, ça arrive moins souvent. Mais bon, il arrive des fois, problèmes techniques, problèmes d'imprimante, problèmes de code PTS. Vous n'êtes pas capable d'imprimer votre feuille de match. Vous pouvez en faire une à la main, manuscrite, on la prend quand même, donc on ne vous empêchera pas de jouer. Par contre, sur la feuille de match manuscrite, il faut que les informations aillent dessus, le nom du joueur, le numéro de membre, son numéro de chandail, le nom d'équipe, le nom des entraîneurs. Donc, les mêmes informations qu'on a d'habitude, il faut qu'ils soient écrits sur la feuille de match. On le prend quand même. Par contre, quelqu'un qui n'a pas une feuille de match standard, il y a une amende, je crois que c'est 10 ou 25 je ne me rappelle plus, qui va être que de recevoir. Mais on ne les empêche pas de jouer pour des feuilles de match. Et même des ballons de match. C'est rare que ça arrive, mais peut-être une fois par été, qu'une équipe arrive au terrain, pas de ballon de match. C'est un peu incompréhensible qu'on vient jouer au soccer, pas de ballon, mais ça arrive. Puis, bon, il y a une amende là-dessus. Puis c'est l'équipe visiteur qui est obligé de sortir et fournir des ballons pour l'équipe receveur, puis lui, il n'a pas ses ballons. Un petit peu pour... Il y a quelqu'un qui a une question, Michel? Oui, vas-y, allez-y, mais moi, je ne la vois pas. Là. La question? La question, c'est comment gérez-vous les jeunes arbitres qui ne sont pas arbitres pour le jeu de leur club? Qu'est-ce que tu veux dire? Les arbitres qui ne sont pas arbitres pour leur jeu de leur club, pour les matchs de leur club? Ou... Mehdi, il faudrait que tu poses la question, je ne comprends pas vraiment. Oui, OK, c'est Patrick. Patrick va avoir une intervention à faire après, tout à l'heure. Oui. Mehdi, tu es là? Oui, bonjour tout le Bon. monde. Ben, bonjour. Oui, parce que la dernière saison passée, nous avons un match contre quelques clubs. L'Orbit jouait le même club. Normalement, c'est effectif les décisions, toutes choses. Comment tu contrôler quelque chose comme ça? Parce que c'est pas bon pour notre équipe ou quand tu dis, c'est un arbitre qui arbitre, parce que les arbitres, nous, de un, ils doivent au départ, dès le départ, informer, quand ils sont assignés à un match, informer s'ils ont quelque lien que ce soit avec une équipe là-dedans. Alors, ils ne peuvent pas, exemple, arbitrer, un exemple, un père de famille qui il y aurait un de ses enfants qui jouerait pour un club, il ne pourrait pas arbitrer ce match-là. Donc, ça, c'est une responsabilité qu'ils ont de déclarer. Puis, généralement, si ça passe, quand ils se font assigner, généralement, on va changer l'arbitre à ce moment-là. Je ne sais pas si ça couvre André, Oui. Je peux rajouter dans les critères qu'on a pour les assignations d'arbitres, l'arbitre ne peut pas arbitrer un match qui joue lui-même dans le championnat. Ah ben non. Il ne peut pas arbitrer un parent. Oui. Par contre, les arbitres, faut pas, on a une ligue de développement, on a une ligue amateur. Donc, les arbitres, ils arbitrent en autobus ou en bicycle. Alors, ils arbitrent principalement dans leur région. Donc, des arbitres, il y en a qui vont être dans leur arrondissement. la plupart des arbitres arbitrent dans leur arrondissement et débordent. Et on ne prendra pas un arbitre de Notre-Dame-de-Grâce pour l'envoyer à Pointe-aux-Trembles, ça c'est sûr. À moins qu'il soit disponible, parce qu'il y en a qui vont se déplacer, ça c'est clair. Mais c'est clair que si vous allez en région, de toute façon, cassez-vous pas la tête, là. N'importe où en région, des municipalités, là, ils n'iront pas prendre des arbitres qui viennent de l'Assomption pour l'arbitrer, je ne sais pas, moi, à Terrebonne, là. À moins que l'arbitre soit disponible, soit capable de le faire, ils vont souvent prendre les arbitres locaux pour arbitrer les matchs. Et c'est tout à fait normal. Pour la question? Il y a des mesures. Oui, vas-y, Mehdi. Je dis merci. OK, bon. Parfait. OK, on passe à l'autre. C'est quoi ton autre chose? OK. On n'a pas besoin du mercy rule dans ce cas-ci. Il y a des choses que Michel va entamer sur les responsabilités de comportement, les articles de réglementation.
puis les arbitres mineurs. Donc, on va vous amener là-dessus. Là. Il y a 2 articles qui vont être importants que vous preniez part par rapport à ça. Donc, tu veux Gial ou j'y vais? Tu y vas? Vas-y, on peut parler du comportement OK. irresponsable. Donc, vous avez la responsabilité comme entraîneur de vos joueurs, mais aussi du comportement de vos joueurs, mais aussi du comportement des spectateurs de votre équipe ou des gens qui accompagnent ces joueurs-là, les parents. La responsabilité, ça se peut que vous ayez un parent qui ne soit pas contrôlable à un moment donné, un soir, pour X raison. Vous n'avez pas nécessairement une responsabilité d'être capable de le contrôler à 100%, mais vous avez une responsabilité d'intervenir, par contre. Parce que nous, ce qu'on veut faire attention là-dedans, c'est que s'il y a des comportements qui sont inacceptables auprès de l'arbitrage, auprès des adversaires, etc., à partir des spectateurs qui sont identifiés à votre équipe, on pourrait, à ce moment-là, mettre l'équipe, sanctionner l'équipe, puis sanctionner les entraîneurs, surtout si les entraîneurs, à la demande d'un arbitre, n'ont rien fait pour essayer de calmer le jeu. Puis, l'arbitre, ils ont toujours la capacité d'arrêter, mettre fin au match. Si jamais ils vont juger à tort ou à raison que là, ça risque de dégénérer, etc., ils vont peut-être même aller, s'il n'y a pas de collaboration avec les entraîneurs, ils vont aller jusqu'à arrêter un match. Donc ça, vous avez cette responsabilité-là. La responsabilité, comme que je dis, c'est une responsabilité d'intervention. Une note, j'ai vu la main, ne sera pas long, une note qui est importante. N'oubliez pas, il y en a qui ont tendance, selon les terrains, de se mettre derrière le banc des joueurs. C'est de l'autre côté. Les spectateurs, c'est de l'autre côté. Donc, quand vous avez vos parents ou de quoi qui veulent se tenir là, informez-les dès le début de la saison de vos attentes. Puis les attentes par rapport à cette réglementation-là, c'est qu'ils ne doivent pas être en arrière du banc des joueurs. Donc, ils doivent être de l'autre côté. Donc, c'est un des éléments qu'il faut que, si vous n'en rendez pas compte, vous êtes dans le match, là, les arbitres font une intervention. Monsieur l'entraîneur, est-ce que vous pouvez demander à vos partisans d'aller de l'autre bord? Mais là, il faut que vous fassiez la démarche et que vous essayez de raisonner les personnes pour s'en aller de l'autre côté. Ça va? Il y avait une question. Juste avant la question, si je peux permettre aussi, faites attention aux fins de match. Oui. Les parents, quand le match est terminé, les parents ont tendance à rembarquer sur le terrain et venir au banc. Oui, ce qu'on ne souhaite pas. Et quand il y a un match que ça a chauffé, c'est souvent là que ça dérape. Oui. Alors, ça serait préférable que les gens attendent à l'extérieur du terrain que les joueurs sortent. Ça, il y en a plusieurs qui me voient quand on arrive dans les finales de fin de saison. On essaie de contrôler au stade de soccer que les gens, allez-vous-en là-bas, on ne veut pas personne sur le terrain parce qu'ils ont tendance à aller sur le terrain, les parents, parce que pendant la saison, les terrains ne sont pas tous clôturés, etc. Il faut éviter ce genre de comportement. Il faut inviter les parents ou les spectateurs à adopter ce comportement-là. La main levée, c'est quoi la question? Oui. Moi, j'ai une question là. Donc là, on vient de parler de la responsabilité des entraîneurs, des joueurs. Oui. Mais moi, je veux savoir quelle est la responsabilité des arbitres parce que je ne suis pas coach. Donc on a 2 coachs attitrés pour nos 2 équipes. Et l'année dernière, c'est arrivé une seule fois, mais je me fais insulter. Alors que je suis président de club et que je n'ai absolument pas été désagréable avec l'arbitre, même si en effet, il y a une tension pendant les matchs. Si je me fais moi, cette responsabilité, je la prends en tant que direction de club, mon coach aussi. Mais j'aimerais savoir ce qui se passe en face. Parce qu'en gros, on ne doit jamais attaquer les arbitres. Et ça, c'est compréhensible, c'est partout dans le monde, dans le football. Mais à un moment, quelle est, leur responsabilité? Parce que moi, je me suis déjà fait insulter par un arbitre. Et en fait, dans ce cas-là, est-ce que je peux arrêter un match? Parce que j'ai déjà failli faire. Genre, je demande à mon équipe de quitter le terrain. Sauf que si tu regardes bien, si tu arrêtes un match, François, on va regarder la situation en comité de compétition, de voir les raisons en arrière pourquoi ils ont été arrêtés le match. Si on juge que la raison est suffisante, ben, tu as peut-être gain de cause. Si on juge que la raison est insuffisante, là, tu vas perdre le match par défaut, puis tu vas avoir une amende de 100 $ pour un arrêt de match sorti d'un match. Par contre, un arbitre, il ne peut pas
insulter non plus de l'autre côté. La meilleure façon, parce qu'on a un comité de discipline d'arbitrage. Si vous regardez dans le guide des entraîneurs, les arbitres sont gérés avec toute une réglementation. Ils sont amendés s'ils ont des retards. Il y a une série de sanctions qu'on utilise sur les arbitres pour assurer un meilleur comportement. Maintenant, il faut que nous, on soit informés de ça. Oui. Non, OK. Merci pour la réponse. Je comprends et je n'avais pas vu qu'il y avait tout un cas pour les arbitres, parce que tu sais, l'année dernière, on a eu des arbitres qui ne sont pas venus, etc. Mais bon, derrière, c'est vous qui vous en occupez, donc aucun problème. C'était juste pour être sûr. Pareil, s'il y a un arbitre, parce que je sais que vous vous basez aussi sur les fiches, que les arbitres remplissent à la fin de match. Moi, je vous dis qu'un arbitre m'a insulté, lui te répond non, c'est un peu ma parole contre la sienne. Oui, puis ça, on a ça dans plusieurs situations, même entre deux équipes, quand il y a un problème entre deux équipes. Ce qu'on fait souvent, quand on a un problème entre deux équipes, ben, on questionne les arbitres qui étaient sur place, entre autres, et là, on voit puis on les questionne pas. On essaie de les questionner un peu dans la même période de temps, mais de façon individuelle, mais à peu près la même période de temps, parce que comme ça, on va avoir les versions des arbitres. Puis à ce moment-là, si ça corrobore plus d'un côté que de l'autre, bien, ça aide un peu à clarifier certaines situations, ce qui n'est pas facile toujours. C'est la même chose, parce que ça arrive des fois, je vous donne un cas rapide, là. On a déjà eu un cas une année où les équipes trouvaient, il y avait eu de la pluie beaucoup, puis ils trouvaient que le terrain était dangereux. Et l'arbitre, lui, il a attendu un certain temps, il a fait rebondir le ballon selon les normes, etc. Puis il a continué le match. Et là, les entraîneurs ont pris sur eux de dire, ben non, nous, on ne joue pas. Parfait. Alors, on a analysé les choses, puis quand on a été questionné, on s'est mis en même temps à aller questionner l'arbitre principal, puis les arbitres aussi qui étaient là, les deux équipes, on avait déjà les commentaires, mais les deux autres assistants arbitres. Puis tout a corroboré avec ce que l'arbitre nous disait. J'ai fait rebondir le ballon rebondissait, tout ça. Puis là, les gens, parce que c'était glissant un peu, ils ne voulaient plus jouer. Mais selon les normes qu'on a, c'était jouable. Alors, les deux équipes n'ont pas eu gain de cause. Les deux équipes ont perdu leur match par défaut. Dans d'autres cas, par contre, c'est déjà arrivé aussi un peu dans des cas similaires où ce que là, c'est drôle parce que les autres ne corroborent pas ce que l'arbitre nous dit, etc. Donc, à ce moment-là, il y a plus de doute qui est mis en place. Ça va? Si je peux juste rajouter, s'ils avaient un problème avec un arbitre, vous pouvez déposer une plainte. On les reçoit. Il faut vous passer par votre responsable de compétition de club. Donc, vous envoyez ça à lui et lui va nous acheminer ça à nous. Et notre responsable d'arbitrage va faire enquête. Tout de suite, par exemple, si vous faites une plainte pour une décision, on n'analyse pas les décisions. Tu sais, on ne peut pas, c'est le jugement de l'arbitre, mais sur des comportements ou des choses comme ça. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Après, c'est bon? Ouais, on va passer à autre chose. Mais en fait, ma question est plutôt quand il y a un problème avec un arbitre. Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Mais après, de toute façon, je pourrais en discuter plus tard en aparté avec Michel. François, nous écrire, passer par le délégué de compétition. Dans ce cas-là, c'est probablement toi qui fais le lien avec nous. Oui, tout à fait. Nous écrire, faire une plainte écrite. Puis je peux te dire une affaire, Marco Pantanella, il prend le temps de répondre aux gens. Puis il prend le temps d'aller vérifier. On l'a vu souvent, nous autres, au bureau. Il va faire la vérification. On fait la plainte, mais on la fait après le match. On est d'accord? On va au bout du match. Oui. Ben oui. À partir d'un match, avant qu'il finisse, toujours très risqué. OK. Ben, ça dépend de la situation. Tu sais, si tu arrives, je te donne un cas type, là. Tu arrives, puis là, l'arbitre, il y a du tonnerre, tu l'entends. OK? L'arbitre n'arrête pas le match. D'accord? Il est censé l'arrêter, il ne l'arrête pas. Puis là, toi, tu décides, regarde, on est censé arrêter, je retire mon équipe. Lui, il va faire rapport, tu as retiré ton équipe, tu perds le match par défaut. Lui, il ne décide pas si tu perds ou tu gagnes. C'est la Ligue qui décide ça. Donc, il fait juste nous informer. Et nous, on va regarder les autres matchs aux alentours s'il y a eu des annulations pour des orages. Tu comprends? S'il y a eu des annulations pour des orages, puis lui, c'est le seul ou un de ceux qui n'a pas arrêté le match, ben, on va te donner raison. C'est bon. D'accord?
C'est parfait. Alors, l'autre élément, c'est pour les arbitres mineurs. Alors, l'autre section de réglementation, le 19.4, n'oubliez pas que si vous avez un arbitre qui a une badge rouge qui marque arbitre juvénile, vous devez protéger cette personne-là comme vous protégiez un de vos joueurs, ceux qui ont des joueurs mineurs, donc des joueurs qui ne sont pas majeurs. Et la même chose, si des protégés de vos adultes, si c'est des seniors qui jouent, puis on a un juge de touche ou une juge de touche qui aborde une badge ou un écusson d'arbitre juvénile rouge sur lui ou sur elle. Donc, c'est important que vous les protégez autant. Il n'y a aucune raison. On a eu un cas dernièrement parce qu'il y a un entraîneur qui s'en est pris à un arbitre de façon très, très forte, juvénile, puis c'était un cas de récidive. Bien, il est suspendu pour 1 an. D'accord? Alors, il ne peut plus faire d'activité de soccer pendant 1 an. Puis nous autres, ça fait longtemps que c'est nous autres qui avons instauré ça, cette écusson-là, parce que ça n'a aucun sens. Écoutez, des fois, ils ont 14, 15, 16 ans. Je ne parle pas pour toutes les catégories d'âge. On les met avec des catégories d'âge équilibrées. Puis on va avec le degré de leur capacité, qu'on voit tranquillement qu'ils sont capables. Mais on a vu des cas effrayants de gens traiter des jeunes filles de toutes sortes de noms. Ça n'a pas d'allure. Donc, vous avez la responsabilité de les protéger dans ce sens-là, de faire des démarches, d'essayer de calmer le jeu avec les gens qui s'en prennent, que ce soit de vos spectateurs à vous, de vos supporters, de vos joueurs ou de vos assistants entraîneurs. Dire, hey, on arrête, là, parce que, n'oublie pas, là, l'arbitre juvénile, on va passer au cash, ça. On se comprend? Non, mais tout à fait d'accord avec le côté que ce soit arbitre et encore plus que ce soit des juvéniles. Tout à fait d'accord. C'est bon. D'accord? Alors, ça, c'était les deux. Oui? OK. Non, juste une petite chose. En général, gardez ça toujours comme à votre tête quand vous avez une discussion avec un arbitre ou des arbitres. Jamais donner votre mécontentement à des choses personnelles. Ça devient des insultes qu'on appelle. Restez au niveau du jeu, au niveau du match, au niveau de votre insatisfaction. Mais quand vous allez dans le personnel, c'est sûr que c'est pas une bonne idée. Et vice-versa. OK, c'est bon. Donc, je vais aller. Ça, c'est les 2 points par rapport à l'arbitrage, par rapport aux arbitres mineurs, puis votre responsabilité sur le comportement. Sur la réglementation, par contre, cette année, le point majeur qu'on rencontre pour les équipes qui sont avec classement, c'est que vous avez une règle maintenant, on a une règle maintenant qui dit qu'un joueur peut aller jouer dans une calibre plus fort. Il n'y a pas de problème avec le mouvement, mais il peut jouer que 6 matchs dans un calibre plus fort. Puis là, on touche jusqu'au moins de 18 ans. Donc, jusqu'au U18, les moins de 18 ans, du U13 au moins de 18 ans. Là, actuellement, il reste une zone grise qu'on est en train de régler avec la fédération par rapport à l'outil qu'on a, qui est le PTS. Entre autres, comment ça va se gérer? Parce que au départ, qu'est-ce qu'on fait avec les places où il n'y a pas de classement qui vont jouer dans exemple, un U12 qui va aller jouer en U13? En temps normal, l'esprit, ce n'était pas nécessairement d'appliquer cela, mais l'application avec l'outil, on est en train de débattre avec la fédération. Puis, suite à ce qu'ils vont nous revenir avec Spardle, s'ils sont capables d'ajuster le logiciel, ben, on va être capable de vous répondre là-dessus en détail. Mais pour toutes les autres catégories d'âge, U13 en montant, surveillez parce que si vous utilisez un joueur dans la catégorie d'âge, dans le niveau supérieur, 6 matchs, au 6e match, il ne peut plus rejouer pour le niveau inférieur. On se comprend? Donc, il faut qu'il reste avec l'équipe qui était plus forte. Ça ne s'applique pas aux équipes seniors. D'accord? Les équipes seniors Concordia, on a une réglementation qui permet l'utilisation d'un joueur senior en montant, mais pas en descendant. Donc, un joueur qui joue, qui est associé à une équipe senior de R3, va pouvoir monter jusqu'à 2 divisions plus fortes. Il n'y a pas de limite de nombre de matchs à jouer, comme en juvénile. On se comprend? Donc, on ne met pas de limite là-dessus, mais il ne peut pas partir un joueur qui est en division 1 et aller se placer en division 2 ou en division 3. Si tu joues principalement en division 1,
tu es un joueur de Division 1, tu ne peux pas descendre en bas. Seuls les joueurs de 35 ans et plus, eux, ils vont pouvoir partir du haut 35 puis aller jouer dans toutes les divisions sans problème. Mais les autres, qui ne sont pas plus de 35 ans, pas plus de 2 divisions à la fois. Ça va? Ça, c'est pour le senior, c'est écrit dans la réglementation. Alors, vous allez retrouver ça comme règlement qui est spécifique dans des règlements, dans le guide d'entraîneurs sur l'utilisation des joueurs, là, le 6 matchs. Là, je vois qu'il y a 2 mains. Il y a Albert. Non, tu as une main. Albert, tu as une question? Oui, c'était juste pour être sûr si j'ai bien compris. Mettons, il y a un joueur qui joue dans le IR ou R1. Je suis un coach en R2. Il peut descendre et jouer jusqu'à 6 matchs, c'est ça? Il peut descendre jusqu'à temps qu'il n'ait pas joué 6 matchs en IR. OK. OK. Parfait. Ce joueur-là, une autre question, c'est comme connecté. Ce joueur-là, dès qu'il a passé ces matchs-là en IR, mettons, puis il vient, est-ce qu'il est admissible aux séries si jamais? Non. Il faut qu'il reste avec son équipe hier. Il faut qu'il reste avec le hier. Il ne peut pas descendre. En série, il peut pas jouer en série. C'est seulement de saison régulière. Non, il peut jouer en série, mais dans le IR. S'il a fait 6 matchs, il a fait 6 matchs avec l'équipe de plus haut niveau, il ne peut plus redescendre. Ni pour les séries, ni pour la saison. OK, parfait. OK, j'ai compris. Fait il y a un buffer de 5 matchs. S'il joue jusqu'à 5 matchs, il peut quand même descendre. Mais à 6e, that's it. C'est ce qu'on avait dans le passé, en passant. Puis la réforme, c'est une affaire qui a. Alors, regardez, ils sont revenus là-dessus parce que quand ça a été la Coupe des champions interrégionaux, quand ça a été les matchs de barrage pour accéder à la Ligue élite, il n'y avait pas cette limitation-là. Et il y a des clubs qui, eux, ils ont envoyé une équipe 3A d'un match de barrage pour affronter une équipe interrégionale. Parce qu'ils voulaient vraiment monter cette équipe-là. Alors, attends une minute, là ils sont rendus compte, ça a créé un peu le chaos dans ces événements de fin de saison-là. C'est ça, je comprends, c'est ça, parce que l'affaire de muter, je trouve, il est bien moins impliquant de causer des problèmes que ça. Ça, c'était un problème que on a eu l'année passée parce qu'on a eu pas mal de joueurs qui ont joué contre nous qui étaient hier. Je pense qu'il y a un autre coach ici que je vois, il avait le même affaire, il me parlait. On joue contre 4-5 joueurs hier, c'est pas normal. Ben oui. C'est normal s'ils n'ont pas joué X nombre de matchs en haut. Okay. Alors, si le joueur interrégional, il en descend d'un parce qu'il n'a pas joué, il n'a pas joué mais écoutez, s'il a joué 6 matchs dans cette saison, il est fait, il ne peut plus redescendre. Patrick. OK. Merci. Bonsoir, messieurs. Moi, c'est juste par rapport à ce 6 matchs-là. Ça inclut les gardiens? Ah ben oui. Ils n'ont pas d'exclusion sur les joueurs. OK, fait que les gardiens jouent 6 matchs, puis l'autre se blesse, on peut faire aucun mouvement. C'est ce que j'ai comme information. Ils n'ont pas fait de spécification dans cette réglementation-là par rapport à un gardien de but. Peut-être que la question serait bonne à soulever dans un cadre de ligue de développement, mais pour l'instant, ils n'ont pas ça. OK. C'est la même chose avec le AAA versus le IR. Dès que les joueurs vont jouer 6 matchs en AAA, absolument. C'est la même chose dans le cas à nous, à MHM. Si RDP nous demande des joueurs pour aller en AAA, au bout de 6 matchs, ils sont obligés de rester là-bas. Non. RDP, ils ne peuvent pas te demander des joueurs. Tu es MHM. Tu n'es pas dans le même club. Non, mais on nous a dit que pour le provincial, il peut avoir jusqu'à 6 matchs d'essai. Un joueur LSS, c'est pas la même chose. Là. C'est ça. Mais au bout il peut rester jusqu'à 6 matchs. Non? Ça n'existe pas, ça? Il faudrait que je vois la portée de cette application-là parce que ce n'est pas spécifié par rapport à un joueur à l'essai. Puis, à ma connaissance, les joueurs à l'essai ne sont pas permis au niveau provincial et au niveau PLSJQ. OK. Dans la réglementation. Pour concorder, les joueurs à l'essai sont interdits. Même dans notre ligue, les joueurs à l'essai ne sont pas permis. Ça te donne une idée, là. Toute l'interrégionale, ce n'est pas permis. Fait que je suis un peu surpris qu'il y ait un essai de joueurs. C'est correct? Oui, c'est bon, merci. Alors, Stéphanie. Oui, moi aussi, j'ai une question par rapport, par contre, aux catégories. Un U15 IR peut aller jouer avec un U16 IR jusqu'à 6 matchs aussi, ou dans la même catégorie, s'il est un niveau plus bas, il peut venir le nombre de matchs, c'est pas limité. C'est le niveau et la catégorie, hein, Michel, c'est les deux. En fait, il faut faire attention, les 6 matchs, comme on dit, ça marche par catégorie.
Donc, C'est ça. un U15 en R1 qui va jouer des matchs en R2. Un coup que jouer ses 6 matchs en R1, il ne peut plus descendre en R2. U16, c'est une autre catégorie, c'est un autre compteur. C'est une autre catégorie, le U16. C'est le niveau qu'il faut faire attention. Le niveau OK, c'est par niveau. Oui, OK. mais par catégorie, les par niveau. Avec hier, ils peuvent le plus jeunes peuvent monter, puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite. Ben, ce qu'on a, nous autres, comme lecture de réglementation, d'ailleurs, on l'avait envoyé à tous les clubs. Si vous lisez bien, s'ils vont parler vraiment du niveau. Puis, donc, s'ils changent de niveau, s'ils restent dans la même catégorie, mais qu'ils changent de niveau, c'est là qu'il ne peut pas se promener, descendre, puis venir mettre le bordel là, en fin de saison. Merci. On va aller avec Cindy. Allô, je voulais savoir si ça s'appliquait aussi pour les U18 qui allaient jouer en senior. Ou si ça n'a pas rapport, hein, parce que c'est pas la même division. Les compteurs sont par catégorie, donc U18, ça marche U18, senior, c'est autre chose. OK, donc ils peuvent remplacer autant qu'ils veulent. Puis... Oui, senior. Ouais, merci. J'avais une question une main levée pour Frank. Il y a Frank, oui. Oui, bonjour. Simon, pour une clarification, quand tu parles dans la même catégorie, monter pour 6 matchs ou quoi, comment c'est contrôlé? Est-ce que c'est à travers votre PTS quand tu enregistres les enfants? Oui, c'est ce qu'ils sont en train de regarder. Vas-y, Michel. En fait, on ne sait pas encore exactement. Ça va être contrôlé avec PTS. Ce qu'on nous a dit, c'est que il serait barré. Il va être barré. Alors, après son 6e match dans la catégorie supérieure, il ne pourra plus descendre en bas. Tu ne peux pas le choisir dans la feuille de match. C'est ça. Okay. La feuille le barrerait. Nous, la question, c'est de savoir, bon, ben, si advenant le cas, on veut gérer que les 100 classements ne sont pas affectés par ça, y a-t-il une manière qu'on est capable de le faire pour pas que ça l'affecte? C'est juste ça qu'on a comme question. Mais là, on attend les réponses avec la Fédération puis Spartel. Puis, bien entendu, on va aller au plus vite. Puis, dépendamment de ce qu'on a comme réponse, ben, on va se fixer par rapport aux U12 et moins versus les catégories de classement. On va vous informer de ça. Excellent, merci. Ça va? Je ne sais pas, avant d'aller sur les autres points, s'il y a d'autres questions, gênez-vous pas. Patrick, tu étais là, tu avais une chose à ajouter, tu m'avais envoyé. Oui, en fait, non, c'était plus pour revenir sur l'identification. Oui. Je voulais juste mettre un petit rappel aux éducateurs et éducatrices des U14 et U13 de cet été. On va avoir besoin de votre collaboration pour identifier les meilleurs joueurs qui sont dans notre région, qu'ils arrivent en milieu de saison, qu'ils soient là depuis le début, peu importe. Par contre, on a des canaux de communication et tout ça passe par votre DT. Donc, le DT va devoir valider vos recommandations et vous, ça ne se fait pas directement avec nous, la région. Donc après, quand on vient vous voir sur les terrains lors du scouting, il se peut qu'on vienne vous parler, vous demander votre avis. Mais tout ce qui est référence de joueurs, de joueuses, ça se fait à travers votre DT et vous devez en discuter avec votre DT. Votre DT nous envoie la recommandation. C'était juste ça. OK, c'est parfait. Alors, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on a discuté à date ou? Non? Bon, alors Michel, il y a une section qu'on fait. Ceux qui sont habitués avec PTS sont familiers. Vous pouvez rester ou vous pouvez quitter si vous jugez que ce n'est pas adéquat. Michel va juste regarder certains points de PTS avec vous. Expliquez souvent aussi quand vous imprimez vos feuilles de match, parce que des fois, on arrive avec quelqu'un qui nous dit « Ah ben là, je ne suis pas capable d'imprimer ma feuille de match, il me permet pas. » Mais souvent, c'est parce qu'on a oublié de cliquer sur un bouton là, etc. Donc, c'est important que vous sachiez ça. Merci, André. Donc, ça va prendre, il reste peut-être 10 minutes qui restent pour expliquer ça. Donc, je vais y aller. Alors, donc, comme je disais tantôt, notre outil de gestion pour la Ligue, c'est PTS Ligue. Pour la trouver, comme je disais tantôt, vous les avez sur le site de Concordia, qui est ici. Là. Attends, je vais repartager mon écran. Un petit détail. C'est ça. OK.
Alors, vous voyez, c'est marqué compétition. Oui. Oui, OK. Donc, j'ai pris compétition. Parfait. Oui. Alors, donc, vous pouvez trouver PTS League par ici. Donc, c'est ici. Ou vous pouvez carrément aller sur Google, écrire PTS League et c'est le premier en haut. Vous cherchez la Ligue Concordia et vous allez arriver à la même endroit. Lorsqu'on est dans PTS League, on a ça. Alors, pour les entraîneurs, quand on veut faire les choses, comme vous savez, il faut se connecter. Donc, en haut à droite, on a le bouton connexion. Donc, connexion. Et là, on rentre le code d'utilisateur et le mot de passe. À Concordia, est-ce que je suis le seul utilisateur qui et ne le voit mot de pas passe l'écran par défaut. partagé? Attends une minute, Michel. Oui. Non, actuellement, on ne le voit plus, là, ton écran. Attends, je vais enlever le partage. Bien mentionné. Je suis en train de chercher voilà, d'autres on le choses. voit maintenant. Ah, OK. Merci, je parlais dans le vide finalement. OK, donc, je reviens. Vous avez le bouton connexion qui est ici, en haut à droite. On clique sur connexion, et il va demander l'utilisateur et le mot de passe. À Concordia, le mot de passe de l'utilisateur, c'est le même, c'est votre numéro d'équipe. Habituellement, on les envoie quelques jours ou une semaine avant le début de la saison via PTS, donc sur votre courriel que vous avez dans le système. Par contre, il se peut que vous ne le recevez pas si votre club ne vous a pas assigné à l'équipe. Ben, de toute façon, c'est pas un secret pour personne. Alors, si vous n'avez pas votre code, il y a un petit truc que je vais vous donner. Vous allez dans le classement et vous cliquez sur équipe qui est ici. Et là, vous avez toutes les équipes qui jouent dans le championnat. Alors, mettons, si vous êtes l'équipe de Assom, la première en haut, le numéro qui est en avant ici, c'est votre numéro d'équipe. Pour tous les clubs, toutes les équipes, le numéro d'équipe, c'est ça. Alors, vous prenez ce code-là. Alors, pour les besoins de mon exercice, j'en ai pris un préparé d'avance, comme on dit. Alors, l'équipe, c'est 6604037. 64037. Connexion. Bon, la connexion n'est pas écrite comme il faut. Je recommence. Alors, présentement, je suis connecté avec l'équipe de CS Montréal-Centre U13 masculin hier. Je ne sais pas si vous êtes à la réunion, mais on est sur votre session. Alors, vous avez les choses visuelles qui sont de partir de gauche, là, les classements, les calendriers qu'on peut avoir par semaine, par division, par match joué, par terrain, les cédules pour les séries. Et si tout va bien, on devrait en avoir cette année. Les statistiques de la Ligue, les équipes qu'on vient de voir tantôt. Et je vais sauter tout de suite à entraîneur. Donc, c'est le bout qui est utile pour aujourd'hui. Alors, là-dedans, il y a différents choix. Je vous conseille, lorsque vous avez votre code, d'y aller plus rapidement, à aller quelques jours d'avance avant votre premier match, parce qu'il y a des petites affaires qu'il faut vous configurer avant le début. Alors, si tu passes dans joueur équipe, vous allez voir les joueurs de votre équipe que votre club vous a assignés. Donc, comme ça, cette équipe-là a ces joueurs-là et ces entraîneurs-là qui sont assignés. Alors, actuellement, vous avez des petits carrés vides ici, donc je vous suggère de rentrer vos numéros de chandail. Alors, lorsqu'ils seront rentrés, ils vont rester là pour toute la saison. Vous n'aurez pas besoin de le rentrer à chaque feuille de match. Vous pouvez rentrer les positions de chaque joueur, mais ça, c'est vraiment optionnel. Et n'oubliez pas d'enregistrer. Si vous avez des joueurs à rajouter dans l'équipe qui ne sont pas dans cette liste-là, vous pouvez en rajouter dedans, c'est ici. Donc, vous inscrivez son numéro de membre, vous faites rechercher. Et les petits carrés qui sont en bleu pâle, là, ils vont devenir foncés. Vous allez pouvoir les rajouter. S'il reste en pâle, c'est parce qu'il y a un problème. Donc, vous n'êtes pas capable d'ajouter. Contactez votre club. Quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de l'affiliation. Alors, donc ça va. Et l'autre chose ici, qui est avant le début de la saison, c'est Info Équipe, les deux premiers en haut. Info Équipe, il marque entre autres s'il faut vous définissiez votre couleur d'équipe. Donc, votre chandail de receveur qui est ici et votre visiteur. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas imprimer une feuille de match.
receveur, cliquez ajouter, puis là, vous allez pouvoir mettre votre couleur de chandail, votre couleur de short, etc. Puis enregistrer quand c'est fini. Il va rester là pour toute l'année. Après ça, les autres items que vous avez, c'est statistiques de match. Alors, c'est les statistiques de votre équipe. Donc là, présentement, il n'y a aucune statistique parce que naturellement, il n'y a aucun joueur qui a joué un match. Mais vous voyez tous vos joueurs avec les buts, les cartons, c'est l'historique de la saison pour chaque joueur qui sont là. Après ça, si l'onglet pratique, on ne passera pas aussi aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que très, très peu d'entraîneurs l'utilisent, mais vous pouvez gérer les pratiques, c'est-à-dire envoyer des informations à vos joueurs où sont les pratiques avec ça. C'était conçu pour ça. Je pense que personne n'utilise. Imprimer les feuilles de match, c'est là que c'est l'élément le plus important. Donc, c'est là qu'on va quand on veut imprimer nos feuilles de match. On va juste retirer des choses parce que c'est une équipe qui existe pour le vrai. On va juste retirer ces joueurs de la feuille de match. Alors, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Donc, joueur et personne choisi pour impression de la feuille de match, aucun joueur trouvé, aucun membre du personnel. Fait qu'il n'y a personne dans la feuille de match. Donc, il faut que je les ajoute. Donc, j'ai ma liste de joueurs que le club va déterminer qui est ici. Je peux tout les cliquer ou l'enlever ici, ou cliquer juste celui que je veux. Même chose pour les entraîneurs. Et lorsque j'ai pris tous mes joueurs, il y a un petit bouton qui est ici qui est marqué « Ajouter les membres choisis sur la feuille de match ». Donc, tous les joueurs que vous avez cliqués, si vous pesez sur le bouton bleu qui est ici, ils vont aller dans la feuille de match. J'ai cliqué sur le bouton bleu et vous voyez, ils sont tous rendus en haut. Le petit carré qui est en avant est disparu. Donc, ces joueurs-là, ils sont présentement sur cette feuille de match. Vous avez des joueurs à rajouter, on peut le faire là aussi, juste pour un match. Et là, on voit nos couleurs de chandail. Comme vous voyez, couleur de chandail, présentement, il n'y a rien d'écrit. Mais si vous jouez, c'est comme là, Montréal-Centre joue son premier match contre Montréal-Nord. Vous devriez voir les couleurs de Montréal-Nord. Alors, si vous savez, donc, vous voulez savoir d'avance si vous avez un conflit potentiel de couleur de chandail. Alors, vous pouvez le préparer d'avance. C'est l'équipe visiteur qui va changer de chandail quand les deux équipes sont semblables. Alors, vous disiez ici, quand vous avez terminé, vous pesez, vous allez complètement en bas, vous faites vérifier et enregistrer. Et si tout va bien, il va vous imprimer la feuille de match. S'il y a un problème, il va vous le dire. Comme là, il dit que ma feuille de match a les couleurs d'équipe receveur sont obligatoires. Je n'ai pas rentré mes couleurs, donc je ne peux pas imprimer ma feuille de match. Okay. Et après ça, vous allez pouvoir imprimer votre feuille de match. Pas plus compliqué que ça. L'autre aspect qui est très important, que la plupart des clubs utilisent maintenant, les photos de joueurs. Je ne sais pas s'il y a des clubs qui utilisent encore les cartes en plastique, mais c'est toujours correct. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais la plupart maintenant, ils utilisent des photos numériques. Donc, vous allez arriver à votre match avec les présenter sur le téléphone des photos de vos joueurs. Et l'arbitre va pouvoir identifier vos joueurs avec l'aide de votre téléphone. Et puis, la seule manière d'avoir ces cartes-là, c'est avec, il faut que ça loguer sur PTS League, rentrer votre code et aller dans photo de joueur, et là, vous allez pouvoir avoir une photo de joueur. Si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas rempli votre feuille de match, il n'y aura aucun joueur aussi. Les joueurs qui apparaissent dans cette liste, c'est les joueurs qui sont sur la feuille de match. Donc, cas potentiel, vous n'avez pas imprimé votre feuille de match, vous la faites à la main. J'ai dit tantôt qu'on le prenait quand même, mais vous allez avoir peut-être un petit problème avec la vérification des joueurs en début de match, parce que vous n'allez avoir aucun joueur sur votre page. Donc, c'est important de préparer une feuille de match avant et d'aller les servir pour photos de joueurs. Ça va? Je reviens un petit peu, chose un petit peu moins importante. Les amendes, il y a un onglet qui est marqué amende. Alors, c'est les amendes qui seront imposées à votre équipe au cours de la saison. Donc, carton rouge, je pense que c'est 50 $. Un double jaune, c'est 25 $. Forfait, c'est 50 $.
Un joueur inéligible, ça peut aller jusqu'à 250 $. Donc, on les met là-dedans. On envoie la facture à votre club, mais c'est des amendes qui sont imposées à votre équipe. Et si jamais il y a un problème aussi, ça se peut qu'il y ait des erreurs parce que les amendes sont toutes faites manuellement, une à une. Donc, on peut se tromper. Vous envoyez un courriel à votre délégué qui va nous aviser s'il y a une erreur. On va la corriger. Courriel, chose peu utilisée, mais qui pourrait être pratique. Vous pouvez envoyer des courriels à tous vos joueurs d'équipe, aux équipes de votre division ou aux équipes de la Ligue. Si je veux envoyer une équipe un courriel à des équipes à mes joueurs, je peux les choisir de renvoyer. Il y a toujours la bonne vieille manière du courriel avec Outlook, mais c'est utilisé pour ça. Mot de passe. Alors, vous avez un mot de passe par défaut, que j'ai dit tantôt, qui est votre numéro d'équipe. L'utilisateur et le mot de passe, c'est le même, mais vous pouvez le changer, d'en mettre un plus personnel, plus à votre goût. Il n'y a aucun problème. Ça fonctionne. Petite chose, cependant, mot de passe, gardez quelque chose de simple. Si vous le changez, donnez-les aux autres personnes de votre club, à vos autres entraîneurs, parce qu'il arrive très souvent l'été que la personne change de code, s'en va en vacances, puis elle oublie de donner le code à l'autre entraîneur. Alors, l'autre entraîneur vient pour le match, pas capable d'imprimer de feuille de match, il n'y a pas le code. Donc, partagez votre code avec les autres personnels. Et c'est sûr qu'ultimement, nous, à la région, on peut resetter votre code et le remettre par défaut. Mais des fois, il y a un délai. Si vous voulez rentrer dans votre code, votre feuille de match 2 heures avant le match, ça se peut que vous allez avoir de la difficulté à me rejoindre. Donc, faites attention avec ça. Puis, suggestion, vous pouvez laisser le code original. Ça fonctionne très bien, puis c'est facile à retrouver pour tout le monde. Mais, rapport disciplinaire, s'il y a des entraîneurs, des joueurs qui ont eu des cartons rouges, les arbitres doivent faire un rapport pour chaque carton rouge qui est donné. Alors, vous allez là-dedans, vous pouvez voir ce que l'arbitre a écrit. S'il y a des matchs additionnels, parce que à la région, le comité de discipline lui a posé des sanctions supplémentaires selon le rapport, selon ce que le joueur a fait. Vous allez les voir dans cette section-là. Photo, le rapport disciplinaire. Après ça, l'autre partie, c'est la partie qui est à côté, qui est feuille de match. L'arbitre a la responsabilité de rentrer tous les résultats de match pour toute la saison. Par contre, vous aussi, vous pouvez, si vous voulez, rentrer vous-même les résultats. Ça peut aider à l'arbitre, mais je donne souvent le cas, les arbitres ne sont pas parfaits. Nous, on leur demande de rentrer les résultats en dedans de 48 heures. Mais il peut arriver que l'arbitre l'a oublié, l'arbitre est parti en vacances, il ne rentre pas les résultats. Alors, même si j'envoie des courriels, je ne peux pas aller le remplir pour lui parce que moi, la feuille de match, c'est pour moi qui l'a, c'est lui qui l'a chez eux. Mais vous pouvez vous-même le faire. Donc, vous allez dans la feuille de match et vous pouvez rentrer les résultats, les buts et les cartons selon le petit papier que l'arbitre vous a donné. Ça peut faire en attendant, comme on dit. Éventuellement, l'arbitre va rentrer ces choses-là, puis on va valider le tout. Et en attendant, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé d'attendre après l'arbitre. Par contre, quand l'arbitre a rentré ses résultats, l'accès à entrer les données, vous ne l'avez plus. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ça. J'ai d'autres choses, les ballons de match, les joueurs, non, feuille de match. Je pense que j'ai fait le tour. Je n'ai pas vu de questions, alors je pense que j'ai été clair. C'est sûr que la plupart des entraîneurs à 13 ans et plus, c'est des gens qui ont déjà entraîné, donc il n'y a pas beaucoup de choses de nouveau là-dessus aussi. Juste une petite, faire attention, en début de saison surtout, quand vous n'êtes pas capable de rentrer le joueur dans le système, faites attention, vous pouvez l'écrire à la main sur la feuille de match. Mais dites-vous que si vous n'êtes pas capable de le rentrer au niveau informatique, il y a probablement un bug. Et probablement que ce bug-là, c'est un joueur inéligible. Alors, un joueur inéligible, comme je dis, c'est des amendes. On ne veut pas en avoir dans les matchs. Mais faites bien attention.
On a deux questions, Franck. Est-ce que vous entendez? Oui. Oui, très bien. Sur PTS présentement, est-ce que le cédule est déjà là pour la saison 2022? Juste le U13 et le U14 interrégional qui sont là. Les autres vont rentrer, comme on vous a dit, ils vont rentrer dans les prochains jours et ils vont être affichés. On a demandé à tous les clubs d'informer leur équipe d'être prête à démarrer selon la date de début, la semaine, exemple du 16 mai. Alors, soyez prêts parce qu'on est en train de gérer des problématiques de terrain à gauche, à droite, tout ça. Puis on devrait être bon pour donner ça au pire début de semaine prochaine là, pour avoir les calendriers. Okay. André, tu as mentionné les deux dates avant, le 16 et le 23. C'est quoi Le 23, c'est pour les équipes seniors, non pas les premières, deuxième division, mais les premières, deuxième division seniors, ils vont débuter, quand on dit première, deuxième, c'est interrégional et la R2, la régionale 2, vont débuter la semaine du 16. Les autres débutent la semaine d'après. OK. Merci. Ça a toujours été comme ça depuis plusieurs années. Ça permet aussi de déloader un peu tout ce qui est du registrariat, la validation des joueurs, etc. François. Tu es correct, Franck? Oui. Vas-y, François. OK. Petite question. Michel, est-ce qu'on aura, alors on est plusieurs là, je pense que c'est très récurrent, il n'y a pas beaucoup de nouvelles équipes, mais est-ce qu'on aura un training comme l'année dernière avant le début du championnat sur PTS Registaria ou pas? S'il te plaît. En fait, la réunion, on l'a déjà eu, c'était le 13 avril. OK. Je ne l'ai pas vu. C'est bon. Mais, tu peux aller dans la page Registraria. On l'a filmé, tu peux revoir la rencontre si tu veux. OK, super. Après je pense pouvoir le gérer, mais c'était juste à titre indicatif pour les autres. Si tu veux, envoie-moi un courriel, je t'enverrai le lien si tu veux la réunion du 13 avril. Merci beaucoup, Michel, et désolé pour la question. Oh non, c'est correct. Il n'y a pas de mauvaise question. C'est les réponses souvent qui peuvent être mauvaises. Alors, c'est ça. Alors, y a-t-il d'autres questions par rapport au début de saison? Écoutez, sur ça, si de toute façon, vous savez par où passer. Ah, oui, Patrick. Oui, j'ai une question. C'est peut-être un peu à l'externe, mais je voulais savoir, pour les matchs amicaux qu'on joue contre d'autres régions, souvent, avant que la saison commence, on essaie de jouer des matchs. Puis là, nous, ce que je fais au club, c'est que j'envoie une liste à mon délégué qui envoie ça chez vous quand on va jouer à Laval ou à West Island. Moi, je fais toujours ça. Là, c'est un peu une zone grise à savoir, j'envoie ma liste de joueurs avec les passeports où je vais jouer, quel terrain, quelle heure. Okay. Est-ce que c'est nécessaire de le faire parce que d'autres villes disent qu'ils ne le font pas? Puis que... regardez bien. Ça te demande une autorisation de ton club, une autorisation régionale. Ça veut dire que c'est un permis de voyage. Puis, dès que tu sors de ta région, ça prend un permis de voyage. Tu n'as pas le choix. Donc, si tu avais un match amical contre un club comme MHM, ou un club comme de la région de Concordia, tu n'as pas de problème. Si tu as un match amical à Bourassa contre un club de Bourassa ou de Laval ou de quoi, ça te demande un permis de voyage. À l'inverse, ils devraient, eux, avoir un permis de voyage. Pourquoi on a ça? C'est une question que vous soyez protégé du côté des assurances. On a déjà eu des cas où est-ce que je me faisais aborder par une collègue de Lac-Saint-Louis qui me disait, écoute, André, j'ai regardé, là, il y a une espèce de tournoi, là, un festival de soccer pour les moins de 10 ans là, à Pointe-aux-Trembles ou à une autre place comme ça, dans un club de la région. Puis là, il me disait, je ne le trouve pas, ce chose-là. Fait que je dis, je ne suis pas au courant parce que ça demande une sanction. Alors, on a commencé à regarder avec le club. Le club n'était pas au courant. En fin de compte, c'est les entraîneurs de la catégorie d'âge qui, pour faire une activité d'autofinancement pour leur équipe, ils ont organisé un petit festival. Mais il arrive quoi que ce soit, c'est le nom du club qui est en arrière de ça. Ça veut dire que s'il y a une poursuite pour n'importe quoi, le club est dedans. Nous, on en a vécu des cas de poursuite, on en a vu. Puis, je peux vous dire qu'ils arrosent large. Ils vont arroser tout ce qui bouge quand il y a une question de poursuite. Donc, ce qui est préférable, puis ça demande l'autorisation du club, ce n'est pas l'équipe d'entraîneurs, c'est l'équipe du club. Donc, à partir de là, vous vous couvrez en faisant ça. C'est une démarche, oui. Que les autres ne le fassent pas, qu'il y ait de la négligence là-dessus,
Ben, moi, est-ce qu'il y avait une autorisation de sortir de leur région avec cette équipe-là? La réponse, c'est non. Les assurances accidents couvriront peut-être même pas, puis etc. Donc, il faut faire attention à ça. Ça prend ça. OK, fait que je fais la même chose comme on fait en ce moment. Je m'envoie jouer à la Laval. La seule chose qui peut être. Si tu vas à Laval, ça te prend un permis de voyage. C'est ça, mais on le demande. On l'envoie. Pierrick, il va à travers PTS, il essaie, puis ça ne fonctionne pas. Fait qu'il dit, on a courriel 2022. Il faut qu'il aille dans 2022, PTS, registrariat, puis il demande une permis de voyage et il nous informe. Parce que là, on est dans le calendrier, on ne regarde pas ça toutes les heures, nous autres. Puis, autant que possible, prenez-vous d'avance. Parce que. Ben, c'est depuis la semaine passée que vous l'avez eu. Fait que moi, nous autres, on l'a envoyé. Je voulais juste confirmer à vous juste c'est la procédure à faire. Là. Oui, la procédure, c'est ça. C'est juste ça. J'ai juste de m'assurer que c'était la procédure. On le fait comme il faut, puis nous, on n'a pas de problème. C'est bon. OK. Ça. Merci. C'est un point important que tu as mentionné là, Patrick. D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis si jamais il vous en vient des questions, ben, pas de problème, on est là. Puis vos délégués savent que. Ah, il y a Franck qui a une question. Oui, c'est toujours moi une autre fois. Non, c'est correct. Quand on a parlé des changements de règlement pour 2022, c'est quoi exactement comme sommaire? Le sommaire, attends une minute. Je vais aller. En fait, il y a très, très peu de changements de règlement pour 2022. Est-ce que quoi, tu dis? Est-ce que c'est le pire, c'est une des choses que Patrick a présentées? Non, non. Est-ce que c'est nouveau? Quand tu parles de règlement, est-ce que tu parles de règlement de compétition, des règlements, quelle portée? Parce qu'il y a des règlements pour, exemple, la Coupe interrégionale, il y a des règlements pour la Ligue élite, il y a des règlements pour l'interrégional. Il y a différents règlements, des règles de fonctionnement de la fédération. Quand on vous parlait de l'utilisation des joueurs pour 6 matchs, c'est un règlement de la fédération dans les règles de fonctionnement qui touchent la compétition. Donc, ça s'applique partout. Donc, à partir de là, c'est ce genre de règlement-là que tu fais référence, Franck? Mais dans mon invitation, il y avait changement de règlement 2022. Alors, j'essaie de comprendre c'est quoi les changements de règlement 2022. Bien, c'est ce qu'on vous a parlé. Entre autres, le principal, c'est l'utilisation des joueurs pour 6 matchs. Ils peuvent pas. OK. Très bien. Ça c'est le principal. Il y a d'autres petites choses dedans, mais puis, généralement, on les souligne dans le guide d'entraîneur, ces différences-là de réglementation-là. OK, excellent. Parfait. Alors, c'est vraiment le grand point, c'est l'utilisation des joueurs que tu mentionné que max 6 matchs. C'est ce point-là. Oui, c'est le principal point, il touche à ça dans les règles de fonctionnement. OK, excellent. Parce que je dois communiquer ça à des autres coachs. C'est ça pourquoi j'ai reposé la question. D'accord. Aussi, tu as mentionné que les PowerPoint vont être disponibles. On va où pour le décharger? On va s'arranger des transférer par le... Soit les transférer à vos délégués ou les mettre sur YouTube. Oui, ils vont être sur YouTube, ils vont être sur notre site et on va envoyer ça par courriel à vos responsables de compétition. Parfait. Merci. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Bonsoir. Bonne soirée. Les autres, d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, on vous souhaite un bon restant de soirée. Puis, soyez patients, ça s'en vient, les calendriers, puis on va pouvoir partir ça. Bye. Parfait. Bye. Merci. Ciao. Merci. Bye-bye. Ciao.